Le 7 décembre 1941, le Japon attaque par surprise les États-Unis. Ces avions détruisent une grande partie de la flotte américaine ancrée à Pearl Harbor. Les services secrets américains ont été incapables de prévoir ce désastre. Pire, le FBI n'a pas pris au sérieux les avertissements d'un agent double soviétique leur annonçant l'opération. Peu de temps après son entrée à la Maison-Blanche, le président Harry Truman tire les leçons de l'attaque japonaise contre Pearl Harbor et décide de créer la CIA. C'est un camouflet pour le FBI et son puissant directeur, J. Edgar Hoover, qui se voit interdire toute autorité en matière de renseignement stratégique. C'est une histoire terrible qui a commencé dans les années 40. Harry Truman a dit à Edgar Hoover qu'il lui retirait la responsabilité de l'espionnage à l'étranger. Harry Truman ne voulait pas faire de la CIA une annexe du FBI ou fondre les deux agences en une seule organisation. Ça lui rappelait la Gestapo ou le KGB. Et Truman, à contre-cœur, a créé la CIA, à notre plus grand désespoir. Langley, Virginie, à une vingtaine de kilomètres de Washington. C'est ici que se trouve le quartier général de la CIA, une forteresse. 16 000 personnes y travaillent. Sur la CIA, qui est dispensée de révéler son budget, son organigramme, les noms, les personnalités, les fonctions, les salaires et le nombre de personnes employées, les chiffres les plus fantaisistes circulent. On sait que ses effectifs sont passés de 35 personnes à sa création à près de 100 000 aujourd'hui. Et son budget, de quelques centaines de milliers de dollars à 28 milliards. La CIA est chargée du contre-espionnage extérieur, mais il lui est interdit d'opérer sur le territoire des États-Unis, qui reste le domaine réservé du FBI. Truman avait placé la CIA sous l'autorité directe du président des États-Unis, mais l'agence allait très vite lui échapper et devenir le seul service chargé de mener des activités spéciales clandestines et des opérations subversives à l'étranger. Les statuts de la CIA à sa création étaient pourtant clairs. Juste recueillir, trier, coordonner, évaluer des informations, intervenir là où la diplomatie s'avère insuffisante et l'action militaire contre-indiquée. La CIA est née avec la guerre froide. Elle n'avait qu'une seule et unique fonction, prédire quand, comment et à quel endroit précis l'Union soviétique allait attaquer les États-Unis. Elle n'a été créée que pour cela, après l'attaque de Pearl Harbor et l'échec de nos services secrets. Et du début des années 50 jusqu'à la fin des années 80, notre mission consistait essentiellement à percer les plans et les intentions du Politburo à Moscou. Nous avons surtout commis une erreur fondamentale en choisissant dès le début de concentrer tous nos espions sur ce que l'on appelait la cible principale. Et donc tous nos services ont fait une fixation sur l'URSS. La CIA et les services de renseignement américains dans leur ensemble consacraient entre 55 et 60% de leur budget à l'Union soviétique. C'était notre travail, contrer les soviétiques dans le tiers-monde, n'importe où, en Angola, en Afrique, au Congo, en Afghanistan, en Iran. C'est une guerre sans fin, secrète, si l'on peut dire, qui a duré pendant des années. C'était la règle du jeu, et nous devions découvrir quelles étaient les intentions de l'adversaire. Et le meilleur moyen de le savoir était de s'infiltrer dans leur organisation, y placer un de nos agents ou retourner un des leurs. C'était la règle du jeu, et c'est ce qu'on a fait. Nous avons fait fausse route dès le début en faisant venir aux États-Unis le plus grand nombre possible d'anciens nazis. En 1943, Allen Dulles, futur directeur de la CIA, s'était rendu en Suisse pour entamer des négociations secrètes avec les dignitaires nazis. Des contacts avaient été pris avec le général Reinhard Gehlen, responsable des services secrets hitlériens, Otto von Bolschwing, le bras droit d'Eichmann, et Klaus Barbie. Tous criminels de guerre, ils seront employés par la CIA dès la capitulation. Avocat réputé de Wall Street, Allen Dulles avait pour principal client le groupe pétrolier Standard Oil, une des rares compagnies qui avait continué à faire des affaires avec les nazis pendant la guerre. Si bien que l'Amérique s'est littéralement infectée de nazis, juste après la Deuxième Guerre mondiale. C'était le prix à payer pour récupérer les cerveaux allemands. Ce fut la première erreur. La seconde a été de croire que nous pouvions intervenir dans les affaires des autres et carrément renverser des gouvernements,
grâce à notre argent et en jouant de notre influence auprès de certains clans. En 1953, en pleine guerre froide, Allen Dulles est nommé directeur de la CIA. Dès son arrivée, les opérations spéciales et secrètes vont se multiplier sans discontinuer. Si l'on remonte à 1947 et qu'on reprend toutes les opérations menées au Guatemala, en Hongrie, à Berlin, au Vietnam, au Chili, on voit se répéter les mêmes méthodes encore et encore. La CIA a organisé de nombreuses opérations clandestines. Une des raisons, c'est que personne d'autre ne pouvait le faire. Il n'y avait aucune concurrence avec les autres services pour ce genre d'opération. L'autre raison, c'est que les présidents américains ont très vite compris qu'ils pouvaient se servir de cette arme secrètement, sans avoir à s'en expliquer et sans devoir rendre de compte à la population. Ça a beaucoup changé au fil des années. Si on remonte à Eisenhower, ou même au début des années Kennedy, il y avait beaucoup plus de discipline et de discrétion. Bien sûr, c'était l'époque où la CIA agissait réellement, en Iran ou au Guatemala. Mais la population n'était pas au courant de ces opérations parce que personne parmi ceux qui savaient n'en parlait. Allen Dulles va organiser en mai 1953 l'opération Ajax, le premier d'une longue série de coups d'État entièrement gérés par la CIA. À Téhéran, le premier ministre iranien Mossadegh vient de décider la nationalisation de l'Anglo-Iran Oil Company. Les Britanniques organisent un embargo international à l'encontre de l'Iran, plongeant le pays dans le chaos. Mais les compagnies pétrolières anglo-saxonnes qui quittent le pays jugent cette mesure insuffisante et poussent le Premier ministre anglais à demander au président Eisenhower de les aider à se débarrasser de Mossadegh. C'est Allen Dulles qui mettra au point son renversement et le retour au pouvoir du jeune Shah Reza Pahlavi qui dirigera le pays jusqu'à sa chute 25 ans plus tard. Ça n'a pas été un coup d'État parfaitement organisé. C'était plutôt quelque chose d'assez fou. Et vous savez qui était derrière tout ça? British Petroleum, BP. Le Premier ministre anglais est venu voir Eisenhower et lui a dit « Nous risquons de perdre les puits de pétrole iraniens, et nous en avons besoin, comme vous avez besoin de ceux de l'Arabie Saoudite. » Et les Américains y sont allés. Macmillan était Premier ministre à l'époque. Il a pratiquement forcé Eisenhower et Allen Dulles à intervenir et prendre en main la situation sur place. Quand les Anglais ont contacté Eisenhower, l'argument qui a convaincu le président américain n'était pas « Nous vous donnerons une partie du pétrole iranien quand tout sera rentré dans l'ordre », mais plutôt « Mossadegh est en train de perdre son pouvoir au profit des communistes et l'Union soviétique va s'installer en Iran, comme ils l'ont fait en Chine. Et vous, président Eisenhower, n'avez aucun intérêt à être celui qui devra expliquer plus tard comment vous avez pu laisser perdre l'Iran. » Et il y eut une procédure très formelle pendant l'affaire Mossadegh. C'était un plan organisé. Ils se sont dit « Mossadegh est un très mauvais homme d'État, il est faible, irrationnel, et les communistes gagnent du terrain. Le Shah aussi est impuissant et il ne fera rien pour changer les choses. Nous devons donc intervenir pour sauver le pays de la menace soviétique. » Aussi direct que ça. Mossadegh était un communiste. Je n'avais aucun doute là-dessus. Et j'ai trouvé que l'idée était excellente. Si on ne s'était pas débarrassé de lui, il y aurait probablement eu un gouvernement socialiste, communiste ou Dieu sait quoi encore. On ne pouvait pas laisser tomber l'Iran, mais d'un autre côté, on n'allait pas refaire une deuxième guerre de Corée en Iran. L'opération clandestine était la solution la moins coûteuse. Et comme la CIA était inactive et qu'Allen Dulles venait de prendre ses fonctions avec pour mission d'agir, il l'a fait. Et d'après lui, le moyen le moins onéreux de montrer que nous étions une grande puissance, c'était de renverser des gouvernements, mais en confiant ce travail à la CIA. Ça a été un si grand succès qu'ils se sont dit « Pour le Guatemala et les autres pays, on n'a qu'à faire comme ça, c'est beaucoup plus simple. » Et la question de savoir si c'était moral ou immoral... En juin 1954, le nouveau président du Guatemala, Jacobo Arbenz Guzman, décide de distribuer aux paysans les plus pauvres du pays quelques hectares de terre appartenant à la multinationale américaine United Fruit et décide d'instaurer une taxe sur les exportations. Le Guatemala est le premier producteur de bananes et de fruits tropicaux des Caraïbes, son unique ressource,
mais toutes ses terres, toute son économie sont aux mains de United Fruit. Quand le Guatemala a imposé une taxe très modeste sur les bananes, la société United Fruit a demandé au gouvernement américain d'intervenir et de provoquer la faillite du pays. United Fruit était en relation étroite avec les gens de la Maison-Blanche et du Pentagone. Ils avaient une influence considérable sur tout le gouvernement américain. Et ils étaient en mesure de lui demander de renverser Arbenz. Il passait du socialisme au communisme et c'était quelque chose auquel nous devions nous opposer. Il y avait deux enjeux dans cette histoire, United Fruit et le communisme. Et Jacobo Arbenz était du mauvais côté. Un véritable coup d'État est mis sur pied lors d'une réunion entre le président Eisenhower, Allen Dulles et son frère John Foster, qui dirige le département d'État. Les frères Dulles, qui possédaient le plus important cabinet juridique de Wall Street, occupent au gouvernement Eisenhower les deux postes les plus importants, les affaires étrangères et la CIA. Par ailleurs, Allen Dulles, numéro 1 de la CIA, siégeait également au conseil d'administration de United Fruit. Deux frères, un à la tête de la CIA, l'autre numéro 1 du département d'État. Et leur entreprise familiale travaillait pour United Fruit en Amérique latine. Allen Dulles dirigeait sa propre CIA depuis son bureau du 44 Wall Street. Il faut que vous compreniez ça. C'était de l'espionnage, mais uniquement pour faire des affaires et soutenir les firmes américaines à l'étranger. Les présidents ont découvert qu'ils pouvaient gagner de l'argent en offrant les services de la CIA à des sociétés privées. La CIA renverse Arbenz Guzman, qui quitte le pouvoir et installe à sa place une junte militaire dirigée par le général Castillo Armas, dont la première mesure sera de mettre fin au projet de réforme agraire qui menaçait les intérêts financiers des États-Unis et de United Fruit. C'est sans doute une des pires choses que la CIA et le gouvernement américain aient jamais faites. Le gouvernement américain et la CIA sont responsables d'un génocide au Guatemala, commis par des gens qu'ils ont mis au pouvoir pour ne pas payer une petite taxe sur des bananes. Ils ont mis à la place une dictature militaire qui a tué des centaines de milliers de gens au Guatemala pendant 40 ans. Tout le monde croit que l'intervention de la CIA contre Arbenz était une opération parfaitement mise au point ou le renversement de Mossadegh, un plan judicieusement élaboré. Dans les deux cas, ce fut un coup de chance. Les États-Unis géraient le monde comme dans le film Le Parrain. Leur politique étrangère était d'une incroyable arrogance. En 1960, le Congo belge accède à l'indépendance. Le Premier ministre est le leader de gauche Patrice Lumumba. Or, les États-Unis convoitent les immenses ressources minières du pays. Lumumba ne restera au pouvoir que 2 mois. C'était un très mauvais exemple pour le reste de l'Afrique. C'était inacceptable. Son sort était joué dès cet instant. Il fallait le renverser. Il y a eu une réunion le 18 août 1960 et Eisenhower a laissé entendre qu'il aimerait bien qu'on le débarrasse de Lumumba. J'étais à l'ambassade et j'ai suggéré que l'on pouvait évincer Lumumba de son poste de Premier ministre. Mais Allen Dulles a cru comprendre, lors de cette réunion du Conseil de sécurité nationale, qu'on lui laissait carte blanche pour renverser Lumumba. Et c'est ce qu'il a fait. L'ordre avait été donné d'essayer d'éliminer Lumumba. Ils ont fait parvenir du dentifrice empoisonné au responsable de l'agence au Congo, mais il a refusé de s'en servir. Nos agents n'étaient pas prêts à s'impliquer dans un assassinat. J'ai donc proposé une solution politique, mais d'autres à Washington ont pensé qu'un autre type d'intervention serait plus approprié. Allen Dulles avait ordonné l'assassinat de Lumumba. En 1975, une commission d'enquête parlementaire conclura que le président Eisenhower avait donné son accord. Le général Mobutu, qui s'était emparé du pouvoir, fit exécuter Lumumba d'une balle dans la tête avant de faire dissoudre son corps dans un bain d'acide. Frank Carlucci, futur sous-directeur de la CIA, était en poste au Congo lors du coup d'État. On m'a accusé d'être responsable de l'assassinat de Lumumba. C'est totalement absurde, évidemment. L'idée qu'un jeune officier des affaires étrangères puisse donner le feu vert à l'assassinat d'un Premier ministre est tout simplement stupide.
Il a réussi à s'échapper de sa prison et à se cacher. Mais la CIA a fini par le retrouver et l'a livré à un de ses pires ennemis, au Congo. Et il a été exécuté. La CIA était évidemment intervenue dans cette affaire. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est comment l'Amérique était dirigée à cette époque. La CIA avait pour mission d'être du côté des dictateurs et de les aider à s'imposer à la population. Il y a sans doute eu des endroits, que ce soit au Guatemala dans les années 50 ou en Iran au début, qui feront dire à certains que les agissements de la CIA étaient injustes. Juste ou injuste, ça c'est une autre question. Mais la CIA ne servait qu'à ça, organiser des opérations clandestines. Dans les années 50, à l'époque des interventions de l'agence en Iran ou en Amérique centrale, la CIA a cru, mais c'était une illusion, qu'elle pouvait faire tout ce qu'elle voulait sur l'ensemble de la planète. Et cette mythologie a été entretenue par les propres membres de l'agence. Et la CIA s'est sentie invincible. Le problème, c'est qu'à la longue, ils ont fini par croire à leur propre mythe. Ils ont pu garder leur emprise, leur budget et leur pouvoir parce qu'ils étaient en mesure d'affirmer au président des États-Unis la chose suivante. En dernier ressort, si vous avez un vrai problème, nous pouvons intervenir et renverser le gouvernement d'un pays et mettre quelqu'un d'autre à sa place. Nous pouvons vous donner ce pouvoir. Le problème majeur, c'est que les gens de la CIA le croyaient vraiment. Ils se trouvaient plutôt bons pour ça. Alors ce type, Castro, ça ne devait pas être plus dur qu'un autre. Nous avons cru que nous pouvions traiter Cuba comme une quelconque république bananière. Mais Cuba s'est révélée un peu plus forte et un peu plus douée que les bureaucrates américains ne l'avaient imaginé. À Cuba, Fidel Castro, qui vient de chasser le dictateur Batista, nationalise les plantations de sucre détenues par les Américains. Dès le lendemain, commence l'escalade. Fin des prêts à Cuba, rupture des relations diplomatiques entre les deux pays et accord commercial soviéto-cubain. Castro défie Washington et s'affiche avec le chef du Kremlin, Khrouchtchev. Il était un très mauvais exemple pour les autres pays d'Amérique latine. L'idée qu'une petite île se rebelle contre Washington et déclare qu'elle ne serait plus un pays satellite, c'était inadmissible. C'est Eisenhower qui avait remis à John Kennedy, le jour même de la passation de pouvoir, le dossier Baie des Cochons. Un complot organisé par Richard Nixon, qui était alors persuadé d'être élu contre Kennedy en 1960, et Allen Dulles. Kennedy avait donc hérité du projet mis au point par la CIA, le renversement de Castro grâce à un débarquement dans la baie des Cochons. Il a donné son accord. Il était à la recherche d'une initiative, on lui a proposé la baie des Cochons et il en a accepté l'idée. Kennedy venait d'occuper le bureau présidentiel juste après son élection. On lui parle de la baie des Cochons, il déteste ça, mais il y va quand même. Et c'est un désastre intégral. La CIA envoya au suicide 1500 exilés cubains peu expérimentés, en espérant que Kennedy, devant le désastre, se sentirait obligé de dépêcher l'armée américaine en renfort. Mais Kennedy refusa et l'opération échoua. La CIA lui attribua la totalité de l'échec de la baie des Cochons. L'opération a été un échec parce qu'elle a été mal dirigée. Point final. Je crois qu'il l'a accepté parce qu'il n'avait pas de meilleure idée, et son équipe non plus. Alors il a fait avec ce qu'il avait sous la main. Ça a été une opération militaire mal préparée. Et les informations fournies étaient mauvaises. Croire qu'un petit groupe de gens pouvait débarquer et d'une manière ou d'une autre renverser le régime, c'était complètement sous-estimer la popularité de Castro. Ils espéraient que des Cubains allaient se joindre à nous, mais ils ne l'ont pas fait. Leur stratégie militaire était mauvaise, mais ils nous ont quand même forcés à y aller.
La CIA avait prévenu que ça ne pouvait réussir que si les États-Unis étaient prêts à soutenir les insurgés militairement. Et au dernier moment, le gouvernement a décidé de ne pas leur fournir de soutien militaire lors du débarquement de la baie des Cochons. Et tout a raté. Nous étions furieux après l'affaire de la baie des Cochons, parce qu'on s'est senti entièrement responsable de cet échec. Et il y avait bien sûr des gens qui étaient en colère, révoltés contre le président. Ils détestaient Kennedy. Surtout parce que, selon eux, pendant la baie des Cochons, il avait refusé d'envoyer son aviation. On ne peut pas dire la CIA aimait ou n'aimait pas. Il s'agissait de quelques personnes, de quelques unités, même si c'est vrai qu'il y avait des agents de terrain, des chefs de division ou d'autres officiers plus anciens qui n'aimaient probablement pas le président. Pourquoi pas? Il faisait des choses qu'ils n'appréciaient pas, donc ils ne l'aimaient pas. Quelques mois après leur arrivée à la Maison-Blanche, John Kennedy et son frère Bob, ministre de la Justice, donnent à la CIA les pleins pouvoirs pour éliminer Fidel Castro. C'est Sam Alpern qui est chargé de mettre au point l'opération Mangouste. Entre le débarquement raté de la baie des Cochons en 61 et la mort de John Kennedy 2 ans plus tard, Castro échappera à 8 tentatives d'assassinat, toutes organisées par la CIA. Kennedy demandait qu'on lui fasse des suggestions sur Cuba. Le chef d'état-major a proposé de tuer des Américains lors d'une opération clandestine et de faire croire qu'il s'agissait d'une attaque des Cubains sur le territoire américain, ce qui aurait servi de prétexte pour déclarer la guerre à Cuba. Mais cette proposition a été rejetée. À l'époque, la CIA cherchait toutes sortes de moyens pour en finir avec Castro. Et il y a eu 8 ou peut-être 18 tentatives d'assassinat contre Castro. Faire exploser son cigare ou l'équivalent. Des propositions ridicules comme introduire du désherbant dans sa barbe, vous imaginez. Des choses complètement inefficaces afin d'essayer d'affaiblir son autorité. Je crois qu'il y a eu 20 ou 30 tentatives pour éliminer Castro. 8 me paraît plus crédible. 25, personne ne peut avoir autant de chance. Kennedy était obsédé par Castro. Robert Kennedy. Je ne sais plus lequel des deux nous poussait le plus. On avait surtout affaire à Bobby plutôt qu'à Jack. John Kennedy était au courant de tout. Robert Kennedy était au courant de tout. Je n'ai jamais pu comprendre pourquoi ils étaient à ce point contre Cuba. La seule explication, c'est leur propre sentiment, leur propre égocentrisme. C'était un problème qu'ils n'arrivaient pas à résoudre, et ils n'avaient pas l'habitude de voir quoi que ce soit leur résister. Ils étaient toujours au-dessus de tout, mais cette fois, ils ne l'étaient pas, et ils ne pouvaient rien faire. Alors tout le monde, y compris la totalité du gouvernement américain, devait les aider à régler ce problème. John Kennedy ne sait plus comment faire pour neutraliser Allen Dulles et la CIA. L'agence est en train de devenir un État dans l'État. Toutes les tentatives pour renverser Castro ont échoué, mais Allen Dulles, devenu incontrôlable, mène une campagne de propagande qui attribue à Kennedy tous les échecs de la CIA depuis le ratage de la baie des Cochons. Et il était absolument hors de lui. S'il avait pu, il aurait démoli la CIA. Il était dans une telle rage qu'un mois avant sa mort, il a dit « Je vais prendre la CIA, la mettre en pièces et la répandre aux 4 vents ». Vous avez déjà vu des petits bouts de CIA? Je n'en ai vu nulle part. Personne n'a jamais réussi à la démanteler, la CIA. Mais la CIA a dû adopter un profil bas pour calmer le jeu un certain temps. Ça a commencé sous Kennedy et Bob McNamara, qui était son homme à tout faire. Il a décidé de tous les renvoyer et de les remplacer par des hommes plus à gauche. C'est ça que Kennedy a fait à la CIA. Je l'ai vu faire, j'y étais. John Kennedy décide de réduire les pouvoirs de la CIA et de se séparer de son puissant patron, Allen Dulles, qui est forcé à donner sa démission. Kennedy, en présence de Dulles, nomme comme directeur John McCone, un petit homme effacé, discret. Allen Dulles est furieux contre ce qu'il appelle son limogeage. Il était depuis 10 ans l'incarnation même de la CIA. Au lendemain de l'assassinat de John Kennedy, son frère Bob se précipite chez John McCone, le nouveau directeur de la CIA, et ne lui pose qu'une question. Est-ce que la CIA a assassiné mon frère?
La question a été soulevée après l'assassinat du président en novembre 1963. Oui, Bobby Kennedy a demandé à John McCone, est-ce qu'il y a quelque chose là-dessous? Son frère avait le droit de poser ce genre de questions. Ça n'a rien de surprenant. Pourquoi ne l'aurait-il pas fait? Il ne savait pas, il voulait être sûr. C'est quelque chose d'humain de demander « Avez-vous tué mon frère ?» Pourquoi pas? McCone ne pouvait pas l'admettre. Aucun directeur de la CIA n'allait reconnaître l'implication de l'agence dans l'assassinat d'un président. Pourquoi le directeur de la CIA aurait-il voulu tuer le président? Le président l'a renvoyé, il ne dispose plus des outils nécessaires pour le tuer. Et quel serait le but? Montrer qu'il n'aime pas le président. Le président le savait déjà. La commission Warren est chargée par le nouveau président Lyndon Johnson de faire toute la lumière sur l'assassinat de Kennedy. Mais curieusement, l'enquête est confiée à Allen Dulles alors que Kennedy et lui se haïssaient et qu'il lui devait d'avoir perdu son poste. Dulles se fait filmer à Dallas. Il est aidé dans ses investigations par Charles Cabell, qui fut son sous-directeur à la CIA. Cabell est le frère du maire de Dallas. Quelques mois plus tard, le juge Warren rend ses conclusions en présence de Lyndon Johnson. Il n'y a eu aucun complot et Lee Harvey Oswald a agi seul. Alan Dulles a fait de son mieux pour torpiller la commission Warren. Ce qui n'a rien de surprenant, surtout si on veut que rien n'en sorte. C'était volontaire. J'ai donné des instructions à la CIA pour que toutes les informations soient disponibles. La CIA a pratiquement vidé tous ses dossiers concernant l'assassinat de Kennedy. Il n'y avait absolument aucune preuve de la moindre conspiration, et certainement pas de preuve de l'implication de la CIA. Je ne peux pas imaginer la CIA impliquée dans l'assassinat d'un président américain. C'est au-delà des pires fantasmes. Les gens ont fait de cette histoire un objet de culte. Je n'ai rien découvert qui m'ait semblé convaincant ou prouvé le contraire. Le Congrès a dépensé 6 millions de dollars pour les besoins de l'enquête. Lorsque j'ai pris la direction du FBI, on m'a remis une cassette qui laissait entendre qu'il y avait un deuxième tireur en face, sur la colline. C'est intéressant parce que lorsque je suis entré à la CIA, j'ai découvert qu'un Français prétendait savoir beaucoup de choses sur l'assassinat de Kennedy. Je n'ai pas le droit de vous en dire plus, mais il avait donné pas mal de détails. J'avais très envie de lire son témoignage, par simple curiosité, à titre personnel. Et j'ai demandé le dossier. On m'a répondu que c'était un dossier top secret, très délicat, scellé avec de larges bandes noires, et que personne ne pouvait le consulter, en dehors du directeur de la CIA ou du responsable des opérations. J'ai attendu le samedi suivant, j'étais de permanence, et j'ai rédigé une lettre m'autorisant à consulter le dossier. Je l'ai glissé entre les formulaires à faire signer par le directeur des opérations, et j'ai déposé le tout sur son bureau. Il était débordé, et il a tout signé, sans les lire. J'avais enfin la permission de consulter le dossier. C'était un dossier énorme, 12 volumes, entièrement sur l'assassinat de Kennedy. Mais lorsque je me suis présenté, on m'a rendu ma lettre en me disant « Nous sommes désolés, nous avons perdu le dossier. » Il a disparu. Je ne sais plus à combien de théories du complot j'ai été confronté au cours des dernières années. Tout ce que je sais, c'est que ces théories ne tiennent pas debout, parce qu'ici, à Washington, personne ne sait garder un secret. Surtout pendant aussi longtemps, et surtout s'il y a pas mal d'argent en jeu, quelqu'un l'aurait vendu à un journal ou à un journaliste. Personne ne peut garder un secret aussi bien. Il aurait fallu que des milliers de gens au FBI, à la CIA, dans l'armée, au Pentagone, gardent le secret sur l'assassinat de Kennedy. La vérité, c'est que l'assassinat de Kennedy reste le plus grand secret de l'Amérique. Nous ne savons vraiment pas ce qui s'est passé.
Quelques mois après l'assassinat de Kennedy, Lyndon Johnson avait remis en question le plan de retrait des conseillers militaires américains du Vietnam, envisagé par le président disparu. À un général impatient, il avait déclaré « Faites-moi élire, et vous l'aurez, votre fichue guerre ». Nous étions plutôt sceptiques tout au long de la guerre du Vietnam sur la possibilité de gagner une guerre de guérilla contre le Nord, tant que ce dernier restait un sanctuaire. En août 64, la CIA monte une fausse attaque nord-vietnamienne contre un navire de guerre américain dans le golfe du Tonkin. Avec cette agression fabriquée de toutes pièces, Johnson a enfin un prétexte pour multiplier par 10 le nombre de soldats américains qui combattent en Asie du Sud-Est et commencer ses bombardements contre le Vietnam du Nord. The United States destroyer Maverick was attacked on the high seas in the Gulf of Tonkin. The attacks were deliberate. The attacks were unprovoked. Ce fut probablement une fausse attaque et sans doute n'a-t-elle jamais existé. Ceux qui se trouvaient à bord du bateau ont pu se tromper complètement et croire qu'ils étaient attaqués. Le capitaine du bateau a envoyé un message disant qu'il n'avait rien vu, qu'il avait maintenant de sérieux doutes sur ses messages précédents et qu'il croyait fermement qu'il y avait une possibilité pour qu'il se soit battu contre une hallucination. Le Pentagone et la présidence ont décidé de ne pas tenir compte de son dernier message et d'utiliser l'incident du golfe du Tonkin comme prétexte pour entrer en guerre. Ça a été à l'origine d'une décision qui a changé bien des choses, c'est certain. The determination of all Americans to carry out our full commitment to the people and to the government of South Vietnam will be redoubled by this outrage. Ça a été utilisé comme prétexte pour intensifier la guerre. Cet incident a servi de justification à d'autres actions. Nous savons maintenant que c'était un mensonge. À l'époque, les gens avaient des doutes, mais ce n'est que plus tard que les soupçons se sont confirmés et qu'on a découvert avec certitude que ce n'était qu'un prétexte, une histoire inventée. Au Vietnam se met en place l'opération Phoenix. La CIA est chargée d'appliquer purement et simplement un programme d'assassinat ciblé de civils, enseignants, médecins, cadres, pour paralyser le pays. Des équipes spéciales sont formées par des instructeurs américains de la CIA. Pour terroriser la population, chaque assassinat est signé. Une carte à jouer, un as de pique, est mise en évidence sur les cadavres après chaque action des escadrons de la mort. La plupart des victimes ont été torturées avant d'être exécutées. William Colby, le responsable de la CIA qui dirigeait l'opération, sera nommé quelques années plus tard directeur de l'agence. Le but de l'opération Phoenix était de détruire l'infrastructure nord-vietnamienne. Il voulait éliminer toute personne ayant le moindre contact avec le Viet Cong. C'était une opération clandestine qu'on nous a demandé de mener pour entraver l'effort nord-vietnamien. Bill Colby était derrière Phoenix, une opération qui a tué beaucoup de Vietnamiens. Est-ce que j'ai envie de remuer tout ça à nouveau? Probablement pas. Ça a été mis au point en grande partie par Bill. C'est lui qui l'a organisé. Mais c'était un dispositif défensif destiné à protéger nos propres opérations. Bill Colby m'avait juré que l'opération avait été relativement propre et sans bavure. Ils ont simplement tué tous ceux qu'ils soupçonnaient d'avoir le moindre lien avec le Viet Cong. Je ne parle pas seulement des soldats, mais aussi des civils. Ça a été un massacre effroyable. Les villages stratégiques, la pacification des campagnes, en général, tout cela échoue dans un contexte révolutionnaire. Cela faisait partie d'un ensemble de pratiques. Et Lyndon Johnson s'est retrouvé totalement embourbé au Vietnam. I got a letter from LBJ. It said this is your lucky day. Time to put your khaki trousers on.
We've got a job for you to do. Dean Rusk has caught the Asian flu and we are sending you to Vietnam. En 4 ans, le corps expéditionnaire américain passera de 20 000 hommes à 540 000. Un ancien employé du Pentagone fournit au New York Times un dossier confidentiel sur les origines de l'engagement américain au Vietnam et les mensonges de l'administration Johnson. Nous avons envahi le Cambodge, nous avons bombardé le Cambodge, et le Pentagone falsifiait les documents pour démontrer que nous bombardions uniquement le Vietnam. Ils ont confondu une guerre civile avec une guerre contre le communisme. 55 000 Américains ont laissé leur vie dans cette aventure, et 1 million de Vietnamiens. Les États-Unis violaient la Convention de Genève. Les États-Unis commettaient des crimes de guerre. Et le peuple américain n'était pas conscient que ces crimes de guerre étaient en train d'être perpétrés en son nom. Très peu de gens savaient toutes ces choses horribles que la CIA a pu faire. L'opération Chaos, qui débute sous Johnson et ira en s'amplifiant sous son successeur Richard Nixon, vise les gauchistes, les subversifs, tous accusés d'être manipulés par des puissances étrangères. Plus de 10 000 Américains, professeurs, étudiants, journalistes, hommes politiques, étaient espionnés, surveillés, mis sur écoute par la CIA depuis des années. Des unités spéciales de renseignement effectuaient des cambriolages, des perquisitions, ouvraient le courrier de citoyens dont le seul crime consistait à être en désaccord avec la politique de leur gouvernement. Pas seulement la CIA. Tous les services de renseignement espionnaient les étudiants et abusaient de leur pouvoir. Le FBI enquêtait sur des groupes uniquement à cause de ce qu'ils étaient et sans disposer de la moindre information suggérant que ces groupes étaient illégaux, engagés dans des activités illégales ou en train d'en préparer. Cela faisait partie de l'opération Chaos. Démanteler toute forme de protestation, interrompre toute discussion contre la politique du gouvernement. Ils avaient pris pour cible les mouvements pacifistes et certains journalistes, dont quelques-uns furent mis sur écoute. Beaucoup de gens se sont retrouvés visés par cette opération qui consistait à dresser des listes d'ennemis potentiels. Une longue tradition dans l'histoire de ce pays. L'interception du courrier était quelque chose dans laquelle j'ai été impliqué et que j'ai supprimé dès que j'ai été nommé directeur. Je ne pense pas qu'un service de renseignement américain puisse prendre des Américains pour cible. Il y a une différence entre espionner des terroristes et violer la vie privée de ses propres citoyens. La CIA faisait tout ça à la demande du gouvernement Johnson. Et ceux qui accusaient l'agence auraient mieux fait de dénoncer le président Johnson et son administration. Espionner ses compatriotes, ce qui semble être le comportement le plus contraire au fondement de la Constitution de ce pays, était une pratique courante depuis Hoover, Van Demon et Nixon. Ils l'ont tous fait. Et Richard Nixon y croyait si fermement qu'il en a fait une des bases de sa politique. C'est ça le grand scandale. Nous avons vécu une période où les lois étaient bafouées sous Nixon. Et la CIA y était impliquée. Le 17 juin 1972, en pleine campagne présidentielle, 5 hommes sont appréhendés alors qu'ils s'introduisaient dans l'immeuble du Watergate. Déguisés en plombiers, ces anciens agents de la CIA avaient été chargés par Richard Nixon d'inspecter les locaux du Parti démocrate. Presidential Press Secretary Ron Ziegler today called the incident a third-rate burglary and nothing the president would be concerned with. 4 of the men arrested were Cuban nationals now living in Miami. And the 5th, James McCord, was a former FBI and CIA agent recently employed as a security aide by the Republican National Committee and the Committee to re-elect the president. Des informations ont commencé à filtrer sur les liens entre la CIA et le cambriolage du Watergate. Quelques agents à la retraite qui avaient travaillé auparavant pour la CIA étaient impliqués. I was appalled at this senseless, illegal action. And I was shocked to learn that employees of the re-election committee were apparently among those guilty. Quand il a été mis en cause personnellement, on a découvert ses limites, parce qu'il a fait des erreurs terribles en essayant de se défendre. Nixon, qui entame sa campagne pour sa réélection, est persuadé d'avoir étouffé le scandale du Watergate. Tous les sondages le donnent gagnant avec une confortable avance. Mais pris à la gorge par 2 journalistes du Washington Post,
Nixon demande à Richard Helms, directeur de la CIA, de faire pression sur le FBI pour qu'il abandonne l'enquête et de le couvrir en disant que les dossiers ont été saisis à la demande de la CIA, ce que Helms refuse. C'était Nixon le criminel, pas la CIA. Et la CIA a refusé de couvrir Nixon comme il le lui ordonnait. Le président Nixon utilisait la CIA pour bloquer l'enquête du FBI. Il a voulu que la CIA signe un document. Et j'ai refusé. Nixon a demandé à Helms de le faire, et Helms a dit non. Nous ne dirons jamais qu'il s'agit de sécurité intérieure et la CIA ne sera pas impliquée dans cette histoire. Et Helms a perdu son poste. Le directeur le plus populaire de la CIA était en réalité le pire, Richard Helms. Il l'adorait, Helms. On l'appelait le directeur Tefal, parce que tout ce qui était gênant glissait sur lui, sans s'attacher, sauf le Chili. En 1971, Salvador Allende, le candidat socialiste, remporte les élections à la présidence du Chili. C'en est trop pour Richard Nixon qui, horrifié, donne carte blanche au directeur de la CIA, Richard Helms, pour empêcher son entrée en fonction. C'est une formule de journaliste, carte blanche. Combien de fois vous donne-t-on vraiment carte blanche? En ce qui concerne Allende, Nixon nous a chargés de tout faire pour qu'il n'accède pas au pouvoir. Et la CIA a créé toutes les conditions pour que le chaos s'installe au Chili. Un chaos économique et social, afin de donner aux militaires un prétexte pour intervenir et renverser le gouvernement. Personne n'a parlé de tuer Allende, il fallait essayer de lui faire quitter le pouvoir. Mais nous étions associés à des gens qui souhaitaient tuer Allende. Ils ont utilisé des entreprises privées. La CIA, les militaires, l'ambassade, tout était bon. Ils avaient toute une équipe qui ne se consacrait qu'au renversement d'Allende. Ce n'était pas quelqu'un que le gouvernement américain appréciait. Henry Kissinger et Richard Helms, le directeur de la CIA, faisaient partie de ceux qui avaient mis au point l'opération depuis Washington. Ils savaient que lorsqu'Allende deviendrait un problème et qu'il nous demanderait de nous en occuper, nous ferions de notre mieux. Et on a fait de notre mieux. Washington décide alors d'aider les militaires à renverser Salvador Allende et mettre le général Pinochet au pouvoir. Le coup d'État finit par survenir le 11 septembre 1973. Salvador Allende est assassiné ou s'est suicidé selon la CIA et des milliers de Chiliens torturés et massacrés. Les listes des suspects avaient été fournies par la CIA aux escadrons de la mort de la junte militaire. Même les agents de la CIA les plus expérimentés, des gens qui ont 20 ou 30 ans de maison, ne réalisent pas encore combien la CIA a pu commettre d'assassinats ou d'opérations clandestines. C'est l'implication de la CIA dans le coup d'État au Chili et les révélations sur la complicité entre l'agence et la Maison-Blanche pendant le Watergate qui vont pousser le Congrès, trompé et humilié par Nixon, qui a démissionné, à prendre la décision de museler la CIA. En 1976, les auditions des directeurs de la CIA devant les commissions sénatoriales Church et Pike vont bouleverser les Américains. Rien ne sera plus jamais comme avant. Le spectacle est ahurissant. Le soutien de la CIA au général Pinochet et sa participation au renversement du régime socialiste d'Allende, mis à jour par le rapport Church, vont éclabousser le secrétaire d'État Henry Kissinger. The attempt of the United States government was not to destabilize or to subvert it, but to keep in, but to keep in being those political parties that had traditionally contested the elections. And our concern was with the election in 1976, and not at all with a coup in 1973 about which we knew nothing. Henry Kissinger n'était pas très heureux des révélations à venir
des commissions Church et Pike, parce qu'il était très vivement critiqué à propos de ce qu'il avait dit ou fait. Le Chili est l'exemple même d'un abus de pouvoir des Américains, un abus de pouvoir de Kissinger et des entreprises qui le poussaient à agir. C'est au tour de Richard Helms d'être appelé à la barre. Il n'avait jamais dit un mot en public, jamais accordé le moindre entretien. Le Washington Post écrit « Helms, déposant sous serment, a souvent été proche du parjure. Responsable des écoutes téléphoniques, il a eu le temps de détruire tous les dossiers avant son départ de la CIA en 1973. Mr. Helms, in that answer, you used a vague term. Let's try and clarify it. You say you told him about this operation. Well, I thought so, but maybe I wasn't specific enough about it. I don't know. I thought that this was the general purport of it, and that to get information out of the letters, you would have to open them. This is an agency that need not obey the law. The way we were trying to get on with our job, we were trying to protect our form of government, our way of life. Now, I'm trying to find out why a program like this went on for 20 years. It was against the law of the country by every indication we have, statutes, the Constitution, the decisions of the Supreme Court. Had been producing some information on foreign connections with dissidents and terrorists. All I'm trying to find out from you is whether you believe that the CIA doesn't have to abide by these laws because of the problems that the CIA faces. Well, I think my position, I don't think things are black and white in this life. You were conscious of the serious question of its legality. I was, sir. And nevertheless, you continued to pursue the program. That statement, covert coverage has been discontinued, was a lie. The mail continued to be open. How does a president exercise any control over the CIA or any of these agencies? I just want to ask one question. Do you know that Mr. Nixon didn't know about that CIA mail intercept operation? And if he did, there's no one, including you, that have been able to tell us that he did. The president was given a document that did not tell him the truth. Can't you ask President Nixon whether he knew or not, and I will be guilty as charged. If you had been the President of the United States and had asked for recommendations coming from a report that was signed by you, the Director of the CIA, what would you believe? Well, Mr. Chairman, I have to concede that on the record here and without the discussion that went on at the time, it certainly looks that way, and I'm sorry if I made a mistake at that time. Il avait l'habitude de mentir au président, de mentir au Congrès, de faire comme si rien ne pouvait l'atteindre. C'est un héros à la CIA. Richard Helms restera dans l'histoire de la CIA, l'homme qui savait garder les secrets. Et il est mort en emportant ses secrets que personne ne connaîtra jamais, et c'est très bien comme ça. C'est pour ça qu'on les appelle services secrets. Certaines choses ne sont pas censées être révélées, et Dick a réussi à en garder un grand nombre secrètes. Il était très fort. William Colby, ancien directeur de la CIA, vient témoigner à son tour devant les sénateurs. On commence par l'interroger sur le coup d'État au Chili. The agency make money, they print money. For example, ITT offered the CIA money to destabilize in Chile. We must rest only on appropriated funds. However, in the process of our operations, we do develop proprietary organizations. Mr. McCone was involved, and he was involved with the CIA. It kind of indicates that maybe that's not an outrageous request. Some of our activity along these lines have been generally known for years, and no objection made against them. Have you ever been briefed on the full extent of CIA's relationships with the mafia? If so, when and with whom? Colby a fini par comprendre que Frank Church ne le lâcherait pas. Et il a préféré parler et s'expliquer. Et ça a changé à jamais toutes les règles de la CIA. Colby doit répondre aux questions concernant les méthodes expéditives de la CIA et ses tentatives, réussies ou pas, d'assassinat, notamment à propos de Castro. Does this pistol fire the dart? Yes, it does. What range does it have? 100 meters, I believe, about 100 yards, 100 meters. Colby, acculé par le Sénat, accepte de parler du Vietnam et de l'opération Phoenix. In effect, this Phoenix program was an assassination program. Was the objective of eliminating the infrastructure of the VC fully discussed at each briefing? How many roughly would you estimate were eliminated?
Some 20,000 had been killed by that time. Comme la plupart des résolutions du Congrès ou de la présidence, leur effet au fil des années a été dérisoire, nul. Aucune de ces commissions n'a eu un réel impact, parce qu'elles n'ont jamais pris en compte la mentalité, le caractère, la particularité des gens qui mènent ces opérations. On ne peut pas naïvement croire que le Congrès, dans sa profonde sagesse, va s'asseoir sous la coupole du Capitole, siéger et créer des lois qui vont changer les services de renseignement. Si vous relisez les auditions des commissions de Church et Pike, vous verrez que tout ce qu'a fait la CIA a été décidé par les présidents, y compris les tentatives pour éliminer Lumumba, la baie des cochons et les autres. Tout ce dont on a été accusé a été décidé et approuvé au plus haut niveau. À chaque fois que la CIA a fait quelque chose d'horrible, ça a toujours été sur ordre du président. Mais c'est le président Gerald Ford qui va porter le coup de grâce à la CIA. En 1976, il signe une ordonnance présidentielle qui se termine par ces mots. Plus aucun fonctionnaire des États-Unis ne doit entreprendre ou concourir à entreprendre un assassinat politique. Et donc nous ne pouvions plus commettre d'assassinat ou tuer quelqu'un. Il y a une série de textes qu'on nous a forcés à signer. Pas forcés, mais qu'on nous a demandé de lire et de signer. L'unique raison qui a poussé Gerald Ford à signer cette interdiction, c'est qu'on sortait des commissions de Church et des enquêtes et que les pressions étaient si fortes qu'il s'est senti obligé de faire quelque chose. Nos politiciens et l'ensemble des Américains ont commencé à croire que l'on pouvait légiférer sur la moralité. C'était juste après Allende et tout le reste. Gerald Ford a découvert ça. Il était président et il a signé l'ordre 12033 qui stipule qu'il n'y aura plus d'assassinat. Point final. Des foutaises. Ils l'ont toujours fait. Si c'est dans l'intérêt des États-Unis d'assassiner quelqu'un, ils le feront. Tous les gouvernements l'ont pratiqué quand c'était nécessaire, ça n'a rien d'extraordinaire. L'assassinat est un des outils des gouvernements, c'est